Président de la Fédération des moulins. Bon, merci beaucoup Pascal pour ton invitation. Je suis déjà intervenu à ce sujet. C'est un sujet qui est assez méconnu. C'est sur la gestion de l'eau en France. Donc je suis président de la Fédération des moulins, FFAM, à peu près 7000 adhérents. Alors, il faut savoir que les moulins à eau sont une très vieille histoire. Il y en a dès l'Antiquité. La technique va être conservée en particulier par les moines. Et puis, il va y avoir une explosion à partir du XIe siècle en France. On a le traité de Verdun sur le Doubs qui s'appelle la paix de Dieu en 1024, où à l'article 9, on dit qu'on ne détruira pas de moulins. Donc c'est l'institution du moulin banal. Et donc les rivières de France, à partir de surtout 11e, 12e, 13e, vont se couvrir de moulins à eau. Chaque commune a son moulin à eau. Voilà, donc vous avez le moulin de Barbégal à gauche, une miniature. Et à droite, une miniature de 1300, une maquette du moulin de Barbégal, moulin romain d'Arles. Et une miniature de vers 1300. Là, voilà, ça c'est un cours d'eau. Vous voyez, tous les moulins sont en rouge sur les affluents. Ça c'est la Canche. Vous savez, il y a une grosse inondation. Je vais y revenir. Vous voyez où étaient placés tous ces moulins. Donc évidemment, cette succession de petits barrages, un moulin, qu'est-ce qu'un moulin à eau? Un moulin à eau, c'est un petit barrage en travers du lit mineur, c'est-à-dire la rivière. Petit barrage de 1 à 2 mètres de hauteur, pas plus, parce qu'au-delà de cette hauteur, on fait déborder l'eau de la rivière dans le lit majeur. Vous avez des moulins au fil de l'eau ou des moulins en dérivation sur des biefs. Et donc vous retrouvez ça tous les 1 à 2 km de cours d'eau, voire 500 mètres quand on a des cours d'eau un peu plus pentus. Donc il y avait voilà une chaussée de moulins, chaussée classique en pierre, vous voyez comment c'est fait. Ça c'est les pas du meunier, ça permettait au meunier d'enlever les bois qui pouvaient s'accumuler. Voilà, c'est une chaussée classique. Donc au XVIIIe siècle, enfin en 1840, on en a 106 000, 106 000 usines hydrauliques en France, ça fait 1000 par département, c'est énorme. Et donc toutes les rivières sont constellées de ces petits barrages. Vous pouvez avoir un moulin de chaque côté de la rivière, vous pouvez avoir plusieurs meules, plusieurs roues, en fonction du débit de la rivière. Donc c'est une très vieille civilisation des eaux. Alors évidemment, je vais aller très vite. Alors, ces moulins vont tomber en désuétude à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils vont déjà être concurrencés par les minoteries, alors c'est quand même une grande réussite européenne, puisque les mécanismes de ce moteur hydraulique qu'est le moulin vont permettre d'aller jusqu'au moteur à explosion au XIXe siècle et faire la révolution industrielle. On a beaucoup de grandes familles d'industriels qui sont issus de familles de meuniers. Et les grandes minoteries vont attaquer les petits moulins qui vont se mettre à produire de l'électricité à partir de la fin du XIXe siècle et éclairer les villages. Beaucoup de villages vont être éclairés avec les meuniers qui vont changer d'activité. Et puis à partir des années 1950, ils vont tomber en désuétude, devenir des lieux de villégiature. Et en 2010, alors Madame Trottier parlait d'une loi de 2007. Alors jamais la loi n'a prévu de détruire les retenues d'eau en France, ni les moulins. Néanmoins, il y a eu ce Grenelle de l'environnement un peu avant. En revanche, la loi de 2007 a prévu, mais c'était déjà le cas dans le code rural, que les seuils de moulins ou les barrages qui s'opposaient aux remontées des poissons migrateurs devaient mettre en place des équipements permettant leur franchissement. Bon, il faut savoir qu'au 18e, donc on avait 100 000 moulins à eau. Il y avait des poissons migrateurs partout. On a un traité de pêche de l'académicien Duhamel du Monceau de 1771. Le saumon est pêché partout, la lauze, la lamproie. Il y avait d'ailleurs du braconnage, mais les rivières étaient extrêmement riches en poissons jusque, on va dire, milieu du XXe siècle. Mais déjà, le saumon disparaît du Rhin et de la Seine dans la deuxième moitié du XIXe, parce qu'on construit des grands barrages qui, eux, ne barrent plus le lit mineur, mais le lit majeur de la rivière. Donc des barrages de 3-4 mètres, notamment pour des causes d'inondation à Paris et dans d'autres villes. Donc ces moulins tombent en désuétude et en 2010, on a cette circulaire qui sort, puisque ce n'est pas la loi qui prévoit ce qui va se passer, c'est-à-dire la destruction de ces retenues d'eau, de ce vieux patrimoine de civilisation des eaux, c'est bien une circulaire. Et donc la justification, alors Madame Trottier en parlait, il y a sans doute des justifications un petit peu par derrière, mais la vraie justification, si vous voulez, on parlait tout à l'heure de l'opposition nature-culture, c'est qu'en fait on ignore le passé et que effectivement certains moulins qui ont été rehaussés à la fin du 19e, où certains barrages qui ont été faits ont entravé les poissons migrateurs. Et certains écologistes, plus que des écologues, plus que des scientifiques, se sont dit, écoutez, en fait, tous ces barrages ne servent à rien, ils empêchent les poissons de circuler dans les cours d'eau, on va les supprimer, ça va baisser le niveau d'eau, ça va recréer des radiers pour les saumons, et on va retrouver des poissons migrateurs. Et c'est cette idée d'opposition nature-culture. Effectivement, les gens qui connaissent mal l'histoire de nos cours d'eau vont se dire ces barrages ont été construits par l'homme, ils ne sont donc pas naturels, il suffit de les supprimer, on revient à un état naturel, et évidemment la biodiversité va s'en trouver renforcée. Alors,
Et donc on voit bien la justification de cette circulaire qui va inciter les services de l'État financièrement et réglementairement à détruire ce vieux patrimoine des moulins à eau, qui a été conservé jusqu'à nos jours, non pas intact, mais on en avait conservé à peu près 80%, à le détruire. Donc on a détruit à ce jour, sur à peu près 60 000 ouvrages, on en a déjà détruit 12 000. Donc vous voyez, c'est 20%, c'est considérable, hein, ça fait à peu près 120 ouvrages par département, alors 4 300 totalement, 7 700 partiellement. Et ça nous a coûté déjà 4 à 6 milliards d'euros, hein, puisque les budgets des agences de l'eau, c'est à peu près 10 à 15% pour cette politique qui s'appelle la restauration de la continuité écologique. Alors dans le seul Pas-de-Calais, alors j'y reviendrai, j'y reviendrai. Alors en fait, il y a une erreur majeure, si vous voulez. Vous allez voir les dégâts en conséquence qui vont arriver. Sur cette idéologie, hein, cette circulaire n'a pas fait appel aux grands scientifiques français. On a parmi les meilleurs spécialistes des eaux en France. Hein. Moi maintenant, je les connais. Je connais M. Bravard, j'en connais d'autres. Et vraiment qui ont une connaissance très pointue, n'ont pas été appelés à... Sinon, cette circulaire, d'ailleurs, ne serait pas sortie. Alors, vous voyez l'erreur majeure, le péché capital, c'est que la rivière de l'Europe du Nord, de l'hémisphère Nord, n'est pas une rivière à écoulement libre. C'est une rivière étagée par des embâcles et, pendant des millions d'années, par des barrages de castors. Donc, vous voyez quelques photos. Un seuil de moulin à gauche en pierre, fait par l'homme, qui va actionner une roue, et à droite, un barrage de castors. Vous voyez, on peut multiplier les photographies, un barrage de castors. Donc, la rivière de l'hémisphère Nord n'est pas... Alors, évidemment, les grands barrages, la segmentation peut être néfaste pour la biodiversité quand vous empêchez des migrations de poissons migrateurs. Bon, il n'y en a plus beaucoup à cause de la pollution de nos eaux. On a cumulé pollution industrielle, agricole et domestique. Mais les petits barrages, en revanche, sont indispensables. Pourquoi ? Parce qu'on a un climat saisonnier, tout simplement. On a beaucoup d'eau l'hiver, beaucoup trop. On a des crues. Et l'été, c'est l'inverse. On a peu de pluie à un moment donné où le couvert végétal consomme l'eau. Donc on a des débits sur les cours d'eau qui vont de 1 à 100. Un 1er janvier, vous pouvez avoir 100 mètres cubes. Un 1er août, vous allez avoir 1 mètre cube dans la même rivière. Donc comment nos ancêtres ont géré ça et comment la nature l'a géré pendant des millions d'années avant ? Eh bien en créant ces barrages. Et ces barrages ont une double fonction. D'une part, lors d'une crue, ils vont permettre, si vous voulez, comme le barrage fait que l'eau est à la limite de la bordure de la rivière, lorsqu'il y a une forte crue, la rivière va déborder dans le limageur. Ce qui fait que le flux d'eau qui va descendre à l'aval va être ralenti et une partie de l'eau va être stockée dans le limageur. Alors que si vous détruisez en cascade tous ces barrages, le niveau d'eau baisse et la rivière ne déborde plus sur les parties amont lorsqu'il y a de fortes pluies. Et l'ensemble du flux descend à l'aval et là vous avez des inondations majeures à l'aval. A l'inverse, l'été, lorsque vous n'avez que très peu de débit dans votre rivière, le fait d'avoir tous ces petits barrages fait que votre ligne d'eau reste la même, le volume d'eau dans la rivière reste le même. En revanche, le flux, c'est-à-dire le débit, reste très faible. Et à chaque section de barrage de moulin, vous ne passez que le flux d'eau supplémentaire. Alors les conséquences, évidemment... les conséquences, aggravation des pénuries d'eau. Il faut savoir que les nappes alluviales de nos vallées sont comme des bassines. Ce sont des milliards de mètres cubes qui sont contenus dans les vallées. Et le niveau de la nappe alluviale de nos vallées, c'est-à-dire l'eau qu'on ne voit pas sous nos pieds, est pile au niveau de la rivière. Donc quand on baisse le niveau de la rivière, la nappe alluviale va mettre 4 à 5 ans à suivre ce niveau-là. Et en plus, le fait d'avoir un niveau élevé fait que quand vous avez de fortes pluies, l'eau va sortir, nourrir le limageur et pénétrer votre bassine qui est votre vallée. Si vous supprimez tous ces ouvrages, les eaux courent vite, la bassine s'assèche. Lors des fortes pluies, vous avez de fortes crues à l'aval. Et l'été, vous n'avez plus d'eau dans vos vallées. Et il faut savoir que toutes les eaux sont interconnectées. Les eaux des plateaux sont liées aux eaux des vallées. Pour ça, il faut voir avec les hydrogéologues. Donc, accentuation des pénuries d'eau. Là, vous voyez une plante coupe. Vous voyez, quand vous avez un niveau élevé, vous avez une nappe alluviale élevée. Quand vous avez un niveau bas, vous avez une nappe alluviale basse. Aggravation des crues, j'en ai parlé. Il faut savoir que dans le Pas-de-Calais, où il y a eu de très fortes crues au mois de novembre dernier, il y a eu 300 ouvrages détruits. Donc, on avait fait une conférence avec M. Lévesque, M. Potera, au mois de mai. Mais le problème, si vous voulez, c'est que comme tout le monde, il y a eu beaucoup d'argent de dépensé. Les maires ont accepté ces destructions. Ça a été une grosse politique d'État. C'est pas évident pour eux de reconnaître que peut-être ils se sont trompés. Troisième conséquence, c'est qu'aussi, vous avez des cours d'eau à sec l'été, puisqu'il n'y a plus ces retenues. Donc là, en 2022, il y a eu de grosses sécheresses. On a eu des centaines de kilomètres de cours d'eau qui n'avaient jamais été à sec auparavant, qui sont désormais à sec, donc plus de poissons, alors que c'était fait pour le poisson. Dégradation de la qualité de l'eau. Il faut savoir que le fait de ralentir les eaux met en place un rôle de dénitrification des eaux, permet de dépolluer les eaux. Donc, là, par exemple, dans le Pas-de-Calais, en ce moment, ils ont un problème. Il y a de plus en plus de nitrates dans les eaux de rivière. C'est normal, ils cassent toutes ces petites retenues d'eau qui permettent de décanter l'été et de faire... Ce sont des études scientifiques. Moi, je ne m'appuie que sur des études scientifiques qui sont, unanimes. Et alors, la cinquième conséquence, c'est la pire, puisqu'on avait fait tout ça pour que les poissons circulent mieux.
voyez, ben, ça c'est... Alors j'ai fait une synthèse, j'ai pris toutes les stations de comptage de France. Donc on a commencé à casser vers 2010 et on s'est accéléré vers 2015-2016. Et sur tous les bassins, au mieux c'est une stagnation à des niveaux très bas de nos poissons migrateurs, au pire un effondrement. Pourquoi ? Eh bien parce que là c'est la vire, ils ont commencé à casser en 2015, l'alose c'est le poisson principal, il y avait eu un pic d'alose en 2015, au moment où ils ont commencé à casser, puis vous voyez, c'est pas bon tout simplement parce qu'il n'y a plus d'eau dans la rivière. Et les études scientifiques sur les barrages de castors prouvent que ce sont sur les rivières où il y a le plus de barrages de castors qu'il y a le plus de salmonidés, simplement parce qu'ils préservent des poches d'eau l'été qui permettent aux alevins de ces espèces de grossir. Alors certes, il faut que le saumon franchisse ces barrages, c'est pas toujours évident, vous connaissez les films avec les failles, etc. Mais au bout, tous ces petits barrages permettent de préserver l'eau et ces espèces en ont besoin comme les autres. Voilà, ça c'est sur le Pas-de-Calais où ils ont détruit 300 ouvrages, où ils ont des crues majeures. Monsieur Potera a sorti une étude là-dessus en disant qu'évidemment ça avait aggravé. Ces crues ne se sont pas passées en amont, mais toujours à l'aval, proche de la mer, là où tout le flux d'eau arrive. Et vous voyez les poissons migrateurs, donc malgré 300 destructions, c'est des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. On est sur des chiffres extrêmement bas et on voit aucune progression. Alors nos voisins américains et canadiens, ils font l'inverse de nous. Là où le castor a disparu, puisqu'ils l'ont énormément chassé comme nous, il a disparu de France vers l'an 1000, et chez eux, il a disparu dans beaucoup de régions vers le 18e, 19e. Les Indiens vendaient les peaux contre des armes à feu, et il y a eu des millions de peaux de castor qui sont arrivés en Europe à cette époque-là. Eh bien, soit ils reconstruisent des petits barrages de la même hauteur que ceux de nos moulins, à l'image des castors, ou ils réintroduisent le castor. Et pour 3 raisons. Une, ils le disent, là c'est le ministère de l'Agriculture du Canada américain. Une, pour limiter les crues à l'aval. 2, pour améliorer la qualité de l'eau. Et 3, pour faire en sorte d'avoir des cours d'eau pérennes. Puisqu'évidemment, cet ouvrage va permettre de réalimenter la nappe alluviale. Et l'été, quand il n'y a plus d'eau, la nappe alluviale redonne des eaux au versant de la rivière. Et là où ils le font, là où vous aviez des rivières, vous aviez 5 mois sans eau dans la rivière, d'à sec, et bien maintenant, ils ont de l'eau en permanence grâce à ces successions de petits bargeons qui font l'inverse de nous. Ça, c'est un résumé de Jacques Mudry. C'est un hydrogéologue. Il est lauréat du prix Castani. Donc, c'est le plus grand prix d'hydrogéologie français. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des gens ce ne sont pas des scientifiques qu'on sort de notre poche. Ce sont des grands. Ce sont parmi les meilleurs de leur discipline. Vous voyez, il dit il est important que l'administration tire les conséquences des erreurs de gestion. Nanana. Refaire tout ce qui a été ravagé par des politiques péremptoires n'ayant qu'aggravé la situation. Donc, effacement des seuils ont eu pour effet cumulatif d'abaisser la ligne d'eau, de favoriser l'érosion, d'empêcher la recharge des nappes et la reproduction des poissons, d'évacuer plus vite les crues vers l'aval, et par conséquent de favoriser la sec totale l'été. Donc, vraiment, on a... Donc, en fait, alors, intéressant, si on regarde la sinistralité climatique, alors, ça vient de France Assureur, vous voyez qu'à partir... Alors, on a commencé à casser en 2010. Alors, je ne vais pas dire que la sinistralité climatique n'est liée qu'aux destructions d'ouvrages, même s'il y en a eu 12 000, ce qui est considérable. Mais on voit quand même une nette tendance à la hausse, et 2024 va être une année absolument catastrophique, puisqu'on a une année très pluvieuse. Et évidemment, on a eu des inondations. Et chaque fois que nous regardons la Fédération des moulins, sur la plupart des cours d'eau où on a eu de grosses inondations, où les habitants disent on n'a jamais vu ça, généralement on a cassé en amont 10, 20, 30, 40 ouvrages. Donc pour nous, ce n'est pas étonnant. Voilà. Et donc la sinistralité climatique en France va augmenter, que ce soit la partie sécheresse, puisqu'on ne retient plus les eaux, on ne permet plus aux eaux de nourrir nos nappes, et puis lors des crues, c'est pareil. La France manque-t-elle d'eau ? Ben non. Alors, si vous voulez, on a cette idéologie de dire qu'il faut casser les retenues d'eau parce que ça n'est pas naturel. C'est ça ce qui se passe au ministère de l'Environnement actuellement en matière d'eau. C'est catastrophique. Donc on revient sur 1000 ans de civilisation des eaux. C'est une vraie civilisation des eaux, ces différents petits barrages. D'ailleurs, lorsqu'il y avait eu de très fortes crues au XIXe siècle, dans les Cévennes, ils avaient construit sur les parties amont beaucoup de petits barrages en pierre pour étaler les ondes de crue. Donc nous ne manquons pas d'eau, mais alors que nous ne retenons que 4,7% du flux annuel quand l'Espagne en retient 48%, un peu moins de 5%. Ça, c'est un rapport sénatorial, je ne m'appuie que sur des pièces sûres. On retient que 4,7% du flux annuel et nous déstockons nos eaux. C'est-à-dire que nous faisons en sorte qu'elles courent de plus en plus vite à la mer. Donc évidemment, on ne manque pas d'eau, mais on la gère extrêmement mal. Voilà. D'ailleurs, les agriculteurs ont raison d'hurler pour avoir pas forcément des bassines, mais déjà qu'on arrête de casser des retenues, mais on a largement suffisamment d'eau pour avoir de l'eau, pour pas qu'il y ait des communes qui manquent d'eau au robinet. C'est quand même incroyable. On a vraiment beaucoup d'eau en France, mais on a cette idéologie nature-culture où il faut casser la culture pour que la nature revienne. Mais en matière d'eau, ça ne fonctionne pas comme ça. Et d'ailleurs, je pense que... Et c'est cette idée de séparer l'homme de la nature, si vous voulez. On est vraiment dans l'idéologie. Voilà.
Alors, le pire peut-être, c'est que les parlementaires ont souhaité l'arrêt de la destruction des moulins à eau dès 2021. Ils ont voté un amendement qui n'est pas respecté par les agences de l'eau, qui continuent d'offrir le maximum de subventions pour détruire les retenues d'eau dans le cadre de cette politique dite de restauration de la continuité écologique. Vous voyez, là, ça, c'est la liste des ouvrages détruits. Je les ai quand même imprimés parce que j'ai été au Sénat pour leur montrer. Si vous voulez. C'est quand même considérable. Et à chaque fois, vous voyez moulin, avec des jolis noms en plus. Donc c'est vraiment tout un patrimoine qui part. C'est quand même un peu triste. Voilà, on est face à une idéologie dans notre domaine. Alors il y a peut-être d'autres raisons plus profondes, je ne sais pas, au niveau de l'eau. Est-ce que des gens ont intérêt à ce qu'on manque d'eau? Je ne pense pas, mais bon, on peut se poser la question parce qu'on a quand même envoyé un certain nombre de documents. Alors, c'est vrai que le ministère a beaucoup investi sur cette politique. Les élus locaux ont suivi, sans trop connaître. Pour moi, c'est une vraie catastrophe écologique, puisque 10 000 retenues sur 60 000, 20%, ça a déjà des effets importants et ça en aura de plus en plus. On a un problème, c'est que la science n'est pas au cœur des choix politiques en matière écologique. On est sur des choix idéologiques pour plaire à une population, notamment. Alors, il faut le dire, j'ai rien, moi je suis un citadin. Mais les gens des villes, moi je voyais bien quand on venait les voir en leur disant écoutez, on va casser ce seuil de moulin parce que les poissons n'arrivent pas à remonter. Ils sont là, bah oui, c'est une bonne idée. Mais ils ne voient pas le rôle de la nappe alluviale. Voilà, donc. Voilà, et j'aimerais bien que les acteurs de l'eau se retrouvent tous, notamment les moulins, les étangs, les riverains, qui sont quand même des gens qui, nous les moulins, on ouvre nos vannes. Là, ce matin, j'étais en Eure-et-Loire où il y a eu de fortes crues, j'ouvrais mes vannes. Donc nous, si vous voulez, il faut savoir que la loi prévoit de gérer, entretenir, équiper les retenues d'eau. Les agences de l'eau donnent 0 € pour les gérer et les entretenir. Et à peu près moitié moins pour les équiper, c'est-à-dire mettre une passe à poisson quand c'est nécessaire, que pour les détruire. Donc on a un problème, je dirais, entre une volonté politique et une volonté administrative qui ne coïncident pas du tout dans ce domaine. Oui, on peut l'applaudir d'abord. Tu n'as pas mentionné quand même la bataille menée à l'Assemblée nationale où tu as fait... alors, quand tu as fait annuler le dispositif, tu as fait annuler la circulaire parce que ensuite c'est revenu devant le Parlement européen qui, à nouveau... j'aimerais que tu dises un mot de cette attitude des politiques à l'Assemblée nationale. Et d'autre part, ce nouveau vote au Parlement européen par suite d'alliances négatives entre les partis qui fait qu'à nouveau, c'est sur le tapis. Est-ce que je veux dire un mot de la bataille politique que tu mènes, car tu mènes une bataille politique? Oui, alors je l'ai un peu moins bien menée cette dernière année pour des questions personnelles. Alors, lorsqu'on a mis ce sujet sur la table, les parlementaires étaient étonnés de voir le nombre de destructions qui avaient déjà eu lieu et de s'interroger, puisque la loi n'a jamais prévu de détruire. C'était bien géré, entretenir, équiper. Bon, cette circulaire, d'ailleurs, avait été attaquée à l'époque, mais malheureusement, les juges l'avaient validée, puisqu'elle dit que c'est mieux de détruire, mais enfin, elle dit quand même qu'il ne faut pas toujours détruire, etc. C'est pas non plus, il faut tout casser. Mais c'est sur la base de cette circulaire que les programmes d'aide des agences de l'eau se sont modélisés, et sur cette idéologie, la trame bleue, notamment la trame verte, tout un tas de documents administratifs. Donc quand les parlementaires ont reçu nos documents en 2021, c'était sur la loi, en plus sur le dérèglement climatique. Des lois là-dessus. Donc on a fait état de ce qui se passait, on a envoyé des clichés, on a envoyé des études scientifiques, et là on a eu effectivement, je crois que c'est assez rare, les parlementaires de la droite à l'extrême gauche, qui se sont dit, mais comment ça, on casse tous les moulins français, on casse les retenues d'eau, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Madame Pompili, c'était Madame Pompili qui était à l'époque, a pris malheureusement le biais de son administration, elle n'a pas voulu nous recevoir, et elle s'est battue contre cet amendement que nous avions déposé avec les riverains de France. Et une partie du camp La République En Marche de l'époque ne l'a pas suivi. D'ailleurs, je crois que derrière, ça a été un peu mouvementé, parce que ce n'est pas des choses qui se font normalement, on a ce qu'on appelle je crois que c'est enfin, on doit suivre ce que le parti indique. Mais il y a eu plus d'un quart des députés de La République En Marche qui ont voté cet amendement contre la ministre. Et donc, avec tous les autres partis, c'est passé. Et je pense qu'ils ne s'y attendaient pas. Et au Sénat, même si la bataille était très dure, même si je pensais qu'au Sénat, c'était gagné, puisque j'avais rencontré les sénateurs et ils étaient tout à fait de notre côté, en disant que tout ça n'allait pas du tout. Mais vous savez, la politique... on peut proposer quelque chose contre quelque chose d'autre. Donc je sais que Mme Pompili a travaillé pour qu'au Sénat, il casse cet amendement. Et finalement, ça a tenu. Et d'ailleurs, je tiens à saluer les sénateurs. Un certain M. Martin, toujours sénateur de Seine-Maritime, qui a été très courageux. M. Larcher. Et c'était M. Retailleau aussi, aujourd'hui, qui à l'époque était président, qui
C'était pas forcément leur intérêt politique, mais c'était, je pense, l'intérêt général. Et alors, ce qui s'est passé après, c'est qu'en Europe, au même moment, il y avait une loi la loi de restauration de la nature, qui prévoyait dans un article 7 la même idéologie qu'en France. C'est ce qu'on appelle les free-flowing rivers, les rivières à écoulement libre, comme étant les rivières naturelles, en fait. On vous présente ça comme étant une rivière naturelle, ce qui n'est pas du tout le cas si vous... Il n'y a aucune rivière naturelle. Voilà, mais même, je dirais, la rivière sauvage, voilà, c'est même pas des rivières sauvages. Oui. C'est-à-dire sans l'homme. Puisque la rivière sauvage est très fragmentée, ce qu'on appelle l'anastamosée, nos vallées étaient extrêmement humides, on l'a dit, il y avait encore des marais humides au XVIIIe siècle, qu'on a drainé, les hommes les ont drainés. C'est à peu près 6000 ans d'aménagement des vallées, jusqu'à la civilisation du Moulin. Et donc, malheureusement, l'article 9, cet article 7 a été rejeté. Alors, le problème, c'est que en Europe, ils rejetaient tout le texte de la loi de restauration de la nature. Donc, ils n'ont pas étudié ce texte sur les rivières. Les 3 commissions pêche, environnement, agriculture ont rejeté l'ensemble du texte de restauration de la nature. Et malheureusement, 15 jours après le texte passé en assemblée plénière, normalement ça aurait dû remonter à la commission, mais finalement c'est passé parce qu'il y a le centre qui finalement, comme il y a eu un gros raout, on va dire, de cette écologie un peu de dialectique d'opposition de nature, il y a madame, je crois, Greta Thunberg qui a été au Parlement, enfin tous les mouvements écologistes européens sont arrivés, et donc finalement... Alors moi j'ai essayé de repasser l'amendement qu'on avait fait sur cet article, qui permettait de le rendre... je trouve intelligent, alors que là, ça ne l'est pas du tout. Mais c'est le Parti populaire qui a refusé. Et je pense, bon, on n'a pas voulu me le dire, mais il y avait des tractations très fortes avec la pêche et l'agriculture. Il y avait de gros débats, ça allait coûter très cher à l'agriculture et à la pêche, si certaines lois passaient. Donc je pense qu'on a vendu les rivières à cette écologie un peu dure, un peu radicale, en échange d'un affaiblissement des mesures contre l'agriculture et la pêche. Voilà ce qui s'est passé, ça a été pris. Après, il y a eu le Conseil de l'Europe, j'avais écrit au président de la République et à l'ensemble des États membres. J'ai cru à un moment donné que le président qui m'avait fait un retour allait comprendre l'enjeu. Et puis finalement, non, l'article est sorti tel qu'il est. Voilà, donc nous allons devoir l'attaquer. On a beaucoup de procédures, c'est assez fatigant. Mais on va devoir l'attaquer parce que c'est vraiment pas une bonne gestion de l'eau européenne. Parce que ça crée des rivières, si vous voulez, où il n'y a plus de poissons, elles s'assèchent l'été, et puis l'hiver, vous avez des crues majeures, donc c'est vraiment très très mauvais pour quelqu'un comme moi qui connaît quand même pas trop mal nos rivières, vu que j'ai un moulin et je pêche depuis tout petit. Et puis je me balade beaucoup aussi, donc je vois aussi les effets de cette politique. C'est pas très intelligent, voilà. On va t'applaudir. Et avant toute question, on va passer... Léna, oui, une question, et on passe les étangs, là, maintenant, tout de suite. Oui, vas-y. Un micro, voilà. Ah, vous êtes 2. Non, d'abord la femme, tu sais, moi. Ensuite l'homme. Merci pour votre intervention. Vous avez mentionné M. Bravard et l'évêque. Dans leur livre conjoint, l'évêque et Bravard, eux disent que les ponts et chaussées ont détruit leurs archives, que tous ces moulins avaient été mesurés, répertoriés, archivés, parce que l'État prenait des taxes et donc avait besoin d'avoir ces archives-là. Et qu'en 2006, les ponts et chaussées ont détruit leurs archives. Puis en 2007, demandaient aux propriétaires des moulins de prouver qu'ils avaient vraiment des titres pour le moulin, mais ces archives avaient été détruites. Vous confirmez ça? C'est écrit, c'est publié dans le livre de M. Lévesque et Bravard. Alors pourtant, je l'ai lu, j'ai pas vu ça. Ça a dû m'échapper. Il y a une partie des archives qui sont perdues, mais globalement, je dirais qu'on a encore les archives d'un moulin sur 2. Alors ça dépend des départements. Il y a des départements où on a quasiment tout. Il y a des départements où il en manque une partie. Globalement, alors oui, il y a des cas un peu étranges, mais un moulin, s'il est référencé sur la carte de Cassini, qui est une carte en triangulation, la première au monde, vive la France, vous êtes fondé en titre. Donc l'administration, c'est comme une autorisation. C'est à partir du moment où vous êtes sur la carte de Cassini, votre moulin est dessus, c'est fondé en titre, donc ça vaut autorisation. C'est des lois de la Révolution française qui ont... Je voulais juste ajouter peut-être une petite chose vis-à-vis de l'article 9. L'article 9 dit qu'il faut des rivières libres, mais la loi de restauration de la nature dit aussi qu'il faut développer les énergies renouvelables. Donc en France, on n'a pas besoin de casser normalement les moulins à eau. C'est-à-dire que l'administration pourrait considérer, même les juges pourraient considérer que oui, des seuils d'irrigation, des digues d'étang,
pourrait être détruite. Mais le moulin, dans la mesure où c'est une usine hydraulique et donc un potentiel d'énergie renouvelable, il y a une opposition des textes au sein même de la loi de restauration de la nature. Et je dirais même qu'il y a même une opposition des textes parce que cet article 9 dit que c'est dans le respect de la DCE 2000 sur l'eau dont vous parliez. Et la DCE 2000 sur l'eau, c'est effectivement la qualité de l'eau. Or, plus on détruit ces seuils, plus on a de nitrates, de polluants. C'est d'ailleurs mauvais pour le monde agricole puisque... Et plus on perd de ressources en eau. Or, la DCE 2000 sur l'eau insiste aussi sur la préservation de la ressource en eau. Donc, on voit bien qu'il y a, si vous voulez... mais un peu comme dans la loi française, on a tout un tas de textes qui ne sont pas... Parce que finalement, cette loi de restauration de la nature, comme la politique qui est pratiquée en France, n'a pas été pensée par des scientifiques. Voilà. On n'a pas réuni des scientifiques. Surtout a été pensée, comme toujours, de manière îlotée. C'est-à-dire que tout est, chacun dans son domaine. Là, c'est les poissons, l'autre, c'est l'énergie, l'autre, c'est les nitrates. Et c'est ce que le Geste d'Or essaye de développer, comme je dis toujours ici au Sénat, puisque j'y suis souvent. Est-ce que vous pourriez devenir une membrane poreuse? Alors, ils me demandent ce que c'est qu'une membrane. Je leur explique assez facilement ce qu'est la porosité, parce qu'ils la connaissent compte tenu de leur combinaison. Mais enfin, pour l'instant, ils n'en sont pas à la membrane, s'ils en sont déjà à la porosité. Je suis un peu ironique, mais enfin, toi, tu voulais dire un mot, oui, et on va passer... J'ai le droit de dire un mot, puisque ce matin, j'avais épuisé mon contingent. Donc, juste dire que je partage tout à fait les inquiétudes du président des Moulins de France. On a nous-mêmes un moulin dont on parlera tout à l'heure, dans le cadre de l'intervention de Pascal Augiat. Pour l'instant, la directive cadre, on n'ose pas l'appliquer chez nous. C'est-à-dire qu'on rétablit la continuité écologique en respectant les moulins. Donc, il y a des savants équilibres, des alchimies qui se passent, et chez nous, il est question de négocier le volume d'eau qui va rester dans le moulin, mais comme c'est nous qui avons pris l'initiative d'aménager les pourtours du moulin, de proposer cet rétablissement de la continuité écologique pour avoir une plus grande puissance en matière de bassins d'inondation, on est en situation de force pour négocier. Le président du syndicat, qui sera d'ailleurs là avec nous lundi, François Cholet, président du syndicat de l'Orge, a indiqué qu'effectivement on était fondé en titre parce que sur Cassini, et donc il était hors de question de nous enlever l'eau. On est vraiment dans un processus de négociation et on va dire que l'État applaudit dès demain, mais d'une passivité extraordinaire comme sur les autres sujets, donc il ne nous ennuie, de ce point de vue-là, la passivité de l'État ne nous ennuie pas. L'idée, c'est de développer peut-être autour des moulins des projets de territoire, des projets locaux, un peu l'îlotage dont on parle depuis ce matin, et essayer d'avoir une fédération d'intérêts qui peuvent justifier le fait qu'on maintienne les moulins en eau. Voilà, c'est un peu le témoignage que je voulais apporter, cette espèce de bonne pratique. Et je pense que Pascal en dira peut-être un mot tout à l'heure allusivement. L'autre Pascal, pas moi. Hein. Parce qu'on peut confondre. Alors, c'est vrai, juste simplement, on a une grande différence entre départements. Hein. Par exemple, Pas-de-Calais, 300 destructions, Calvados, 380. Seine-Maritime, c'est le pire. C'est là qu'ils ont commencé, je crois que c'est près de 600. Par contre, à l'intérieur, c'est souvent les départements littoraux, puisque c'est là qu'il y a des poissons migrateurs. Donc on s'est acharné sur ces moulins en pensant que ça aurait des effets très positifs. À l'intérieur des terres, on va plutôt être sur entre 50 et 100 ouvrages. Voilà. Donc il y a des grosses différences d'un département à l'autre. Et plus on est vers le sud, moins on casse quand même, puisqu'on a une sensibilité à l'eau qui est différente que dans le nord. Tu voulais dire... En Seine-Maritime, c'est là où il y a eu le plus de destruction. Oui, oui. Et c'est là où aujourd'hui, on a les inondations qu'on connaît. Absolument. Alors, je peux oui, c'est pas un secret. Par exemple, là, il y a eu des inondations sur le Grand Morin, dans Seine-et-Marne. Hein. Le Grand Morin, ils ont détruit beaucoup d'ouvrages en amont. En Mayenne, là où il y a eu des communes qui ont été en catastrophe naturelle, on a regardé les communes, c'est quasiment systématiquement sur des cours d'eau, ils ont quasiment tout cassé. Loudon, Le Coinon, voilà, alors, c'est pas moi qui le dis, hein, à nouveau. Hein, vous êtes scientifique. Bon, ça paraît évident quand on imagine ces débordements. Normalement, une rivière, quand c'est en crue, ça déborde doucement de l'amont vers l'aval. Là, ça ne déborde plus à l'amont. Tout descend très vite à l'aval. Et à l'aval, au point de débordement, généralement dans des restrictions de village. Bon, ça. Voilà. François. Oui, en tant qu'élu, on est incité à produire de l'énergie renouvelable et nous avons dans l'Eure, la vallée de l'Epte et de la Lévrière, de nombreux barrages. Oui. Et l'administration nous interdit de remettre des turbines. Alors, c'est impossible. Évidemment, puisque l'idée, c'est de les casser. Donc, normalement, il y a un droit d'eau fondé en titre, on doit pouvoir produire. Mais, alors, on a quelques départements où ça se passe à peu près bien, mais sinon, c'est la croix et la bannière. On vous met des bâtons dans les roues, justement, continuité écologique, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, on ne me l'a pas demandé, mais... Pardon, excusez-moi. Comment est-ce qu'on casse un moulin à eau?
C'est très facile. Il y a une obligation légale de faire franchir le poisson. Et donc, on va dire, votre retenue, même quand elle fait 1 mètre, 1 mètre 20, alors qu'on sait que les poissons remontent sans difficulté, jusqu'à 1 mètre 50, en fonction du type de seuil. 1 mètre 50, 1 mètre 80, le poisson, je parle des poissons migrateurs qui ont vraiment besoin de remonter. On va dire, votre moulin fait telle taille, il faut faire une passe à poissons, il y en a pour 150 000 euros, l'agence de l'eau ne finance que la moitié, donc c'est 75 000, 100 000 euros pour vous. Parfois, c'est plus que la valeur du moulin. Là, il y a eu un article récemment dans le Nord, on lui demande 500 000 euros à un moulin qui date du XIe siècle, qui fait de la farine, et il n'y a pas de financement de l'agence de l'eau Artois-Picardie. Donc évidemment, et c'est là que l'agence de l'eau dit, non mais si vous voulez, on détruit tout, là c'est gratuit. Et c'est comme ça qu'on en a détruit énormément. Alors c'est vrai qu'aussi, beaucoup de propriétaires n'entretenaient pas forcément leur système de vannage, mais c'est l'intérêt public qui soit entretenu, et dans le temps, les ponts et chaussées, et l'État, lorsque les propriétaires étaient défaillants, entretenaient, ouvraient les vannes, etc. Si vous voulez, il y a eu un grand changement. Avant, c'était les ponts et chaussées qui géraient les rivières. C'était des ingénieurs hydrauliques. Aujourd'hui, c'est l'écologie. Donc là, effectivement... Il y a une différence de compétences. On applaudit Pierre quand même. On l'applaudit. Parce que